Ce rapport montrera à tout le monde tes mensonges, a annoncé maman à Noël. Il vaut chaque centime. La famille s'est rassemblée. Je suis restée assise tranquillement. Le détective privé a ouvert son ordinateur portable, la valeur nette de votre fille est de $180 M. Maintenant, concernant vos preuves d'évasion fiscale. Les perles de grand-mère sont tombées sur le sol dans un cliquetis. Je m'appelle Sophie Bradford et j'ai passé 15 ans à être la plus grande honte de ma famille. Lorsque ma mère a engagé un détective privé pour prouver que je feignais la pauvreté afin d'éviter de contribuer aux dépenses familiales, elle a accidentellement engagé la seule personne assez minutieuse pour découvrir que je n'étais pas l'imposteur de notre famille. Voici l'histoire de la façon dont la tentative de ma mère de m'humilier est devenue sa propre perte. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Ma sœur Victoria était tout ce que mes parents voulaient. Mariée à 25 ans à Bradley Whitmore. Vieille fortune, relation impeccable, un fonds fiduciaire qui pourrait financer un petit pays. Il vivait dans un manoir géorgien dans le Connecticut, apparaissait dans les pages mondaines grâce au gala de charité. Victoria présidait 3 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif, dont aucun ne l'obligeait à travailler réellement. J'étais la déception qui avait choisi l'école professionnelle plutôt que la vraie université. C'est ainsi que ma mère appelait le MIT. Une école professionnelle. Sophie fait son petit truc informatique, disait maman lors des déjeuners au country club, sa voix dégoulinant du genre de pitié habituellement réservé aux personnes ayant un diagnostic terminal. Nous avons essayé de l'orienter vers quelque chose de plus approprié. Mais elle a toujours été têtue. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'avais refusé l'université de Princeton, où mes 2 parents étaient allés, pour le programme d'informatique du MIT. J'avais refusé de rejoindre la Junior League. J'avais déménagé à San Francisco au lieu de rester à Boston. J'avais commis le péché capital de choisir la passion plutôt que le prestige. Mon frère aîné Harrison était l'enfant du milieu acceptable. En voie de devenir associé après Harvard droit dans un cabinet prestigieux, marié à une femme dont l'arbre généalogique avait plus de branches que la plupart des forêts. Il vivait dans une maison en grès brun à Bécon, il est joué au golf avec des juges. Et puis il y avait moi, diplômé du MIT, ayant déménagé dans la Silicon Valley, travaillant dans des startups technologiques dont ma famille n'avait jamais entendu parler et qu'elle ne comprendrait pas si je les leur expliquais. Je vivais dans ce que ma mère appelait cet horrible petit appartement à Mountain View. Je conduisais une Subaru vieille de 7 ans. Je portais des jeans et des sweats à capuche aux événements familiaux. Sophie, chérie, quand vas-tu trouver un vrai travail, demandait ma mère à chaque réunion de famille, sa voix mielleuse d'une inquiétude qui ressemblait plus à de la condescendance. J'ai un vrai travail, maman. Tu sais ce que je veux dire. Quelque chose de stable, quelque chose avec des avantages sociaux, quelque chose dont tu peux parler aux gens sans gêne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais la fondatrice et présidente directrice générale de Quantum Edge Analytics. Nous avions commencé il y a 11 ans. Moi et 2 camarades de classe du MIT, Dave Patel et Emma Richardson. Nous avions développé des algorithmes d'apprentissage automatique capables de prédire les tendances du marché avec une précision sans précédent. Pas seulement les marchés boursiers, mais tout, le comportement des consommateurs, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les indicateurs économiques, les résultats des élections. Nous avions commencé par vendre nos prédictions à quelques fonds spéculatifs. Ils ont gagné de l'argent, ils l'ont dit à leurs amis. En 3 ans, nous avions 75 clients payant entre 500 000 et 3 millions de dollars par an pour accéder à notre plateforme. La 5e année, nous nous sommes étendus au trading pour compte propre. Nous ne nous contentions pas de prédire le marché, nous y jouions. Nos algorithmes généraient des rendements qui faisaient pleurer les gestionnaires de fonds traditionnels. La 8e année, nous avons été acquis par une grande institution financière pour 420 millions de dollars. J'ai conservé une participation de 40% et le contrôle opérationnel total en tant que présidente directrice générale. Mon paiement personnel s'élevait à 168 millions de dollars. Ma valeur nette actuelle est de 180 millions de dollars, à quelques millions près selon les conditions du marché. Je n'avais jamais rien dit de tout cela à ma famille. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de savoir qui ils étaient quand ils pensaient que je ne valais rien. J'avais besoin de voir s'ils pouvaient aimer Sophie la personne, et non Sophie l'actif financier. J'ai eu ma réponse il y a des années, mais j'ai continué à observer, à documenter, à construire. Je vivais dans un appartement modeste parce que j'étais à peine à la maison.
Je travaillais 80 heures par semaine. Je conduisais une Subaru parce que je me fichais des voitures. Je portais des sweats à capuche parce qu'ils étaient confortables et que je n'essayais d'impressionner personne. Lors des réunions de famille, Victoria tenait la cour dans des robes de créateur, discutant de son dernier événement caritatif ou de son projet de rénovation. Harrison parlait de ses affaires, citant des noms de clients et de juges. Mes parents rayonnaient de fierté. Puis ils se tournaient vers moi. Et Sophie, comment va le travail informatique? Bien. Toujours dans cette start-up? Comment s'appelait-elle déjà? Je vais bien, maman. Elle ne veut même pas nous dire le nom de son entreprise, riait ma mère avec ses amis. Si secrète. Je pense qu'elle a honte. Pendant ce temps, Quantum Edge venait d'être profilé dans le Wall Street Journal. Nos algorithmes avaient prédit 3 corrections majeures du marché avec une précision de 94%. Nous avions été approchés par 5 gouvernements voulant obtenir une licence pour notre technologie. Forbes avait demandé à m'interviewer pour leur série sur les milliardaires en formation. J'ai refusé. Je n'étais pas prête. Mes partenaires commerciaux étaient au courant de ma situation familiale. Dave pensait que j'étais folle. Sophie, pourquoi continues-tu d'aller à ces événements? Ils te traitent comme si tu vendais des assurances. Parce que j'ai besoin de documenter qui ils sont vraiment, avais-je dit. Et je pense que je suis sur le point de découvrir jusqu'où ils iront. Le point de rupture est survenu en octobre lors de ce que ma mère appelait l'incident du mariage Pembroke. L'amie de Victoria, Charlotte, se mariait dans un domaine dans les Berkshires. 300 invités, orchestre, champagne qui coûtait plus cher par bouteille que les paiements de voiture de la plupart des gens. La famille Bradford devait assister en force et avoir l'air prospère en le faisant. J'ai pris l'avion depuis San Francisco en portant une simple robe noire que j'avais achetée en prêt-à-porter. Victoria portait du Chanel. La femme d'Harrison portait quelque chose avec un nom de créateur que je ne reconnaissais pas. Ma mère portait du Dior vintage et assez de diamants pour financer un petit district scolaire. À la réception, je me suis assise à la table familiale en mangeant tranquillement de la nourriture hors de prix et en vérifiant mon téléphone. Nous venions de conclure un accord avec une grande banque. Un contrat annuel de 8 millions de dollars. Dave m'envoyait des mises à jour par SMS. Ma mère l'a remarqué. Sophie, range ce téléphone. C'est impoli. C'est une urgence professionnelle. Quel genre d'urgence pourrais-tu bien avoir, Harry? Victoria, sa voix portant jusqu'aux tables voisines. Les ordinateurs sont-ils cassés? Harrison a souri d'un air suffisant. Sophie, tu ne vas pas faire du support informatique d'urgence à un mariage. Ce n'est pas du support informatique. Quoi que ce soit, cela peut attendre, a dit fermement ma mère. C'est un événement social. Agis en conséquence. J'ai rangé mon téléphone. 20 minutes plus tard, le père de Charlotte a prononcé un discours sur le succès de sa fille en tant que conservatrice de galerie d'art. Elle a construit quelque chose à partir de rien, a-t-il dit fièrement. C'est une véritable réussite. Ma mère s'est penchée pour chuchoter assez fort pour que la table l'entende, c'est à cela que ressemble le vrai succès. Construire quelque chose de respectable. Je n'ai rien dit. Après le mariage, ma mère a convoqué une réunion de famille d'urgence. Sophie, nous devons discuter de ton avenir. Nous nous sommes réunis dans la maison de ville de mes parents à Beacon Hill, un bâtiment en briques de 4 étages d'une valeur de 8 millions de dollars qui appartenait à la famille de mon père depuis 3 générations. Je me suis assise dans le salon qui coûtait probablement plus cher à décorer que les maisons de la plupart des gens. Ma mère se tenait debout, les mains jointes, portant son expression « Je m'inquiète pour toi » que j'avais appris à reconnaître comme le prélude au jugement. Sophie chérie, nous nous inquiétons pour toi. Je vais bien. Tu as 35 ans. Tu travailles toujours dans une start-up sans nom à faire un travail technologique que tu ne peux même pas expliquer. Tu vis dans un minuscule appartement. Tu conduis une voiture qui tombe en morceaux. Tu t'habilles comme une étudiante. Victoria est intervenue. Sophie, nous voulons juste que tu réussisses. Nous voulons que tu aies ce que nous avons. Et qu'est-ce que c'est? La stabilité, le statut, une vie dont tu peux être fier. Je suis fier de ma vie. L'expression de ma mère s'est durcie. Alors pourquoi ne veux-tu rien nous en dire? Pourquoi tout ce secret? Parce que vous ne comprendriez pas. Et c'est nous, a dit Harrison, sa voix d'avocat émergent,
le ton qui disait qu'il montait un dossier. Je travaille dans l'analyse prédictive, les algorithmes d'apprentissage automatique pour les prévisions financières. Des regards vides. Je vous avais dit que vous ne comprendriez pas. Ma mère s'est assise lourdement. Sophie, je vais être franche. Nous pensons que tu mens au sujet de ta carrière. Nous pensons que tu es en fait en difficulté, peut-être même au chômage, et que tu as trop honte pour nous le dire. Pourquoi penseriez-vous cela? Parce que tu vis comme si tu n'avais pas d'argent, a explosé Victoria. Tu n'achètes pas de beaux vêtements. Tu ne changes pas ta voiture. Tu ne vas même pas dans un vrai salon de beauté. Soit tu es fauchée, soit tu es délibérément rancunière. Rancunière à propos de quoi? De ne pas être comme nous, a dit doucement ma mère. De ne pas avoir ce que Victoria a, ce que Harrison a. Nous pensons que tu nous punis en faisant semblant d'être pauvre alors que tu pourrais demander de l'aide. La logique était si tordue que j'ai presque ri. Vous pensez que je feins la pauvreté pour vous punir? Quelle autre explication y a-t-il? Mon père a parlé pour la première fois. Il était resté silencieux tout au long, mais maintenant sa voix portait le poids de la déception. Tu as un diplôme du MIT. Tu devrais mieux réussir que ça. À moins que ce ne soit pas le cas, et que tu mentes sur le fait d'avoir un emploi tout court. J'ai un emploi. Prouve-le, a exigé Victoria. Montre-nous une fiche de paie. Montre-nous ton badge d'entreprise. Montre-nous n'importe quoi qui prouve que tu es réellement employé. J'aurais pu ouvrir le site web de Quantum Edge sur mon téléphone. J'aurais pu leur montrer l'article du Wall Street Journal. J'aurais pu me connecter à mon compte bancaire et leur laisser voir le solde, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai réalisé à ce moment-là qu'ils ne voulaient pas la preuve que je réussissais. Ils voulaient la preuve que j'échouais. Non, ai-je dit simplement. Tu vois, s'est tournée Victoria vers mes parents. Elle ne peut pas le prouver parce qu'elle ment. Ma mère a sorti son téléphone et a passé un appel. Oui, c'est Madame Amanda Bradford. Je voudrais planifier une consultation. Oui, une vérification complète des antécédents. Ma fille. J'ai besoin de connaître la vérité sur son emploi et ses finances. Elle a raccroché. J'ai engagé un détective privé. Si tu ne veux pas être honnête avec nous, nous découvrirons la vérité nous-mêmes. Tu as engagé un détective privé pour enquêter sur moi. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe vraiment, Sophie. Nous avons besoin de savoir si tu as besoin d'aide ou si tu nous as menti pendant des années. Sa voix a pris un ton vertueux. De toute façon, nous aurons enfin la vérité. Et quand cet enquêteur présentera-t-il ses conclusions? Au dîner de Noël, ici, devant toute la famille. Les parents éloignés, tout le monde. Plus de secrets. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. J'ai quitté Boston le lendemain matin et je suis rentré à San Francisco. Je suis allé directement au siège de Quantum Edge, un magnifique immeuble de bureau à Soma que nous avions acheté il y a 2 ans pour 45 millions de dollars. Dave et Emma m'ont retrouvé dans la salle de conférence. Ta famille a fait quoi? Emma me fixait avec incrédulité. Engager un détective privé pour prouver que je suis soit au chômage, soit que je mens sur ma carrière. Dave a commencé à rire, puis s'est arrêté quand il a vu mon visage. Tu es sérieuse? Complètement. Ils pensent que je feins la pauvreté pour les punir de réussir. Sophie, a dit Emma prudemment. Quand cet enquêteur examinera tes antécédents, il va trouver Quantum Edge. Il va trouver l'acquisition. Il va trouver ta valeur nette. Je sais. Et je vais le laisser faire. En fait, je vais l'aider. J'ai appelé notre responsable juridique, Patricia Chin. Patricia, j'ai besoin que tu prépares un dossier complet de divulgation financière. Tout sur Quantum Edge, l'acquisition, mes avoirs personnels. Je le veux complet et incontestable. Pourquoi? Parce que ma famille a engagé un détective privé pour enquêter sur moi et je veux qu'il trouve la vérité. Toute la vérité. Ensuite, j'ai fait des recherches sur l'enquêteur que ma mère avait engagé. Robert Quinn de Quinn Investigative Service. Ancien du FBI, 25 ans d'expérience, réputation d'être minutieux jusqu'à l'obsession. Parfait. J'ai appelé son bureau. Monsieur Quinn, ici Sophie Bradford. Vous avez été engagé par ma mère pour enquêter sur moi. Pause. Mademoiselle Bradford,
Je ne peux pas discuter des enquêtes en cours avec les sujets. Je ne vous demande pas d'en discuter. J'appelle pour offrir une coopération totale. Je fournirai un accès complet à mes dossiers d'emploi, mes documents financiers, tout ce dont vous avez besoin. Je veux que votre rapport soit absolument exact. Pause plus longue. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je n'ai rien à cacher et je pense que votre enquête va trouver beaucoup plus que ce à quoi ma mère s'attend. Mademoiselle Bradford, voulez-vous me rencontrer? J'apporterai la documentation. Vous pourrez tout vérifier indépendamment. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Boston 2 semaines plus tard. J'ai amené Patricia et une mallette pleine de documents. Qu'un m'a étudié de l'autre côté de la table. En 25 ans, je n'ai jamais eu un sujet qui se porte volontaire pour m'aider à enquêter sur lui. Je ne suis pas un sujet typique. J'ai fait glisser la mallette vers lui. Historique complet de l'emploi, état financier, documentation d'entreprise pour Quantum Edge Analytics, accord d'acquisition, déclaration fiscale des 10 dernières années, tout. Il a ouvert la mallette lentement comme si elle pouvait exploser. Il a sorti le premier document, le plus récent état financier de Quantum Edge montrant 147 millions de dollars de revenus annuels. Ses sourcils se sont levés. Vous êtes la présidente directrice générale de cette entreprise. Fondatrice. Je possède 40% de celle-ci. Nous avons été acquis il y a 3 ans pour 420 millions de dollars. Mon paiement personnel était de 168 millions de dollars. Valeur nette actuelle d'environ 180 millions de dollars. Il a levé les yeux brusquement. Votre mère pense que vous êtes au chômage. Ma mère pense que je suis soit au chômage, soit que je travaille à un poste de support technique de premier échelon. Elle vous a engagé pour prouver que je suis une menteuse et une ratée. Qu'un s'est penché en arrière, assimilant l'information. Pourquoi leur avez-vous caché cela? Parce que j'avais besoin de savoir qui ils étaient quand ils pensaient que je ne valais rien. Et maintenant je sais. J'ai croisé son regard. Monsieur Quinn, si vous êtes minutieux, et je soupçonne que vous l'êtes, vous effectuerez des vérifications d'antécédents sur toute ma famille dans le cadre de votre diligence raisonnable. Pratique courante lors de l'enquête sur la situation financière de quelqu'un. Ce serait la norme. Oui. Alors je devrais vous dire quelque chose. Les finances de ma famille n'ont jamais eu de sens pour moi. Ma sœur ne travaille pas, mais vit comme si elle était indépendamment riche. Le mode de vie de mes parents dépasse leur source de revenus connue. Je me suis toujours demandé d'où venait l'argent. Vous pensez qu'ils cachent quelque chose? Je pense que si vous regardez assez attentivement, vous trouverez plus que mon simple succès secret. Je me suis levé. Soyez minutieux, monsieur Quinn. Trouvez tout. La vérité, quelle qu'elle soit, doit éclater. Au cours des 6 semaines suivantes, Quinn a enquêté. Il m'a appelé 2 fois avec des questions de suivi. Il a vérifié chaque document que j'avais fourni. Il a interviewé des personnes avec qui j'avais travaillé, des clients que j'avais servis, des professeurs du MIT qui se souvenaient de moi. Et puis, 3 semaines avant Noël, il a appelé. Mademoiselle Bradford. Nous devons nous rencontrer en personne avec votre avocate. Patricia et moi l'avons rencontré à son bureau. Il avait 3 dossiers épais sur son bureau et une expression qui mêlait neutralité professionnelle à quelque chose qui ressemblait à du dégoût. J'ai terminé mon enquête, a-t-il dit. Mademoiselle Bradford, tout ce que vous m'avez dit se vérifie. Vous êtes bien la fondatrice et PDG de Quantum Edge Analytics. Votre valeur nette est d'environ 180 millions de dollars. Votre succès a été extraordinaire et complètement légitime. Merci. Cependant, il a pris le deuxième dossier. Selon le protocole d'enquête standard, j'ai effectué des vérifications d'antécédents financiers sur les membres de votre famille immédiate. Mademoiselle Bradford, votre famille présente des irrégularités financières importantes. Patricia s'est penchée en avant. Quel genre d'irrégularité? Quinn a ouvert le dossier. Votre sœur Victoria et son mari Bradley Whitmore vivent bien au-delà de leurs revenus déclarés. Le fonds fiduciaire de Monsieur Whitmore génère environ 400 000 dollars par an. Leur mode de vie coûte environ 2,3 millions de dollars par an. La différence est financée par une fraude fiscale systématique. Il a sorti des documents. Il réclame de fausses dépenses professionnelles, cache des revenus locatifs de propriétés qu'il possède, sous-déclare des revenus de dons. L'écart totalise environ 3,7 millions de dollars sur 8 ans. Mon estomac s'est noué.
Quoi d'autre? Votre frère Harrison et sa femme Emily sont engagés dans un stratagème différent. Le cabinet d'avocats d'Harrison s'occupe de la planification successorale pour des clients fortunés. Au cours des 6 dernières années, il a redirigé environ 2,1 millions de dollars des comptes clients vers des comptes qu'il contrôle. C'est sophistiqué. De petits montants provenant de grandes successions. Difficile à détecter à moins de le chercher. C'est du détournement de fonds. Oui. Qu'un a ouvert le 3e dossier. Sa voix est devenue plus calme. Vos parents, Amanda et Richard Bradford. C'est le plus étendu. Il possède plusieurs propriétés qui génèrent des revenus locatifs. Il déclare ces propriétés comme des résidences personnelles pour éviter les impôts sur les revenus locatifs. De plus, il passe des dépenses personnelles en dépenses professionnelles par le biais d'une société écran. L'évasion fiscale totale est d'environ 1,4 million de dollars sur 10 ans. J'ai eu froid. Toute ma famille commet des crimes financiers. Pas toute votre famille. Vous êtes propre. Mais oui, Victoria, Harrison et vos parents se sont tous livrés à une fraude financière substantielle. Total combiné d'environ 7,2 millions de dollars en évasion fiscale, fraude et détournement de fonds. Que se passe-t-il maintenant? Je suis tenu de signaler cela à l'IRS et aux forces de l'ordre compétentes. Ce sont des crimes fédéraux, mademoiselle Bradford. Votre famille va faire l'objet d'une enquête, d'un audit et probablement de poursuites. Patricia a parlé prudemment. Monsieur Quinn, quand présenterez-vous ces conclusions à Madame Bradford? Elle a demandé une présentation au dîner de Noël, le 25 décembre, devant la famille élargie. J'ai reçu l'instruction de présenter tout ce que j'ai trouvé. Il m'a regardé. Mademoiselle Bradford, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez. En fait, ai-je dit doucement. C'est exactement ce dont j'avais besoin. La vérité, quel qu'en soit le coût. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà dû fixer des limites avec une famille toxique, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le matin de Noël à Boston était parfait comme une image. La neige tombait doucement, la maison de ville de Bacon il était décorée comme dans un film Hallmark, l'odeur de nourriture chère préparée par l'entreprise de traiteurs que ma mère avait engagée. Je suis arrivé à 11 heures en portant un tailleur noir sur mesure, la première fois que ma famille me voyait dans des vêtements professionnels. Je me suis garé dans ma Subaru derrière la Mercedes de Victoria et la BMW d'Harrison. Patricia est arrivée séparément, vêtue de son armure d'avocate. Nous nous étions coordonnés soigneusement. La maison était pleine. Famille élargie, tante, oncle, cousins, amis de la famille, gens du country club de mes parents. Ma mère avait invité tous ceux auxquels elle pouvait penser pour assister à ce qu'elle croyait être mon humiliation. Sophie. Ma mère m'a embrassé sur la joue, son sourire brillant et tranchant. Si contente que tu aies pu venir. Et tu as amené une invitée. Mon avocate, Patricia Chin. Le sourire de ma mère a légèrement vacillé. Pourquoi aurais-tu besoin d'une avocate pour le dîner de Noël? Monsieur Quinn présente un rapport sur mes finances. Cela semblait prudent. Victoria est apparue dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma Subaru. Oh, Sophie, tu amènes vraiment une avocate? C'est tellement dramatique. Nous verrons bien. Robert Quinn était déjà là, assis dans la bibliothèque avec son ordinateur portable et 3 dossiers scellés. Il m'a fait un signe de tête mais n'a rien dit. À 13 heures, ma mère a fait teinter sa flûte à champagne en cristal. Tout le monde, si vous pouviez vous rassembler dans le salon, s'il vous plaît. Nous avons quelques affaires de famille à régler avant le dîner. Le salon était immense. 25 personnes y tenaient confortablement. La famille s'est assise sur les meubles élégants. Les amis et les parents éloignés se tenaient sur les bords, curieux et impatients. Ma mère se tenait devant la cheminée comme si elle donnait une conférence TED. Merci à tous d'être ici. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous nous inquiétons pour Sophie depuis un certain temps. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je suis resté assise calmement, les mains jointes. Sophie a été très secrète sur sa carrière. Elle vit modestement, refuse de discuter de ses finances et a été évasive sur son emploi. Nous craignons qu'elle ne soit en difficulté ou pire, qu'elle mente sur le fait d'avoir une carrière tout court. Des murmures d'inquiétude et de jugement ont parcouru la pièce. Donc, nous avons fait ce que toute famille inquiète ferait. Nous avons engagé un enquêteur professionnel.
Elle a désigné Quint. Robert Quint est l'un des détectives privés les plus respectés de Nouvelle-Angleterre. Nous lui avons demandé d'effectuer une vérification complète des antécédents de Sophie pour découvrir la vérité sur sa carrière, ses finances, sa vie. Mon père se tenait à côté d'elle. Nous aimons Sophie, mais nous avions besoin de savoir si elle avait besoin d'aide ou si elle nous trompait, a ajouté Victoria. Ce rapport montrera enfin à tout le monde qui est vraiment Sophie. Plus de secrets. Quint s'est levé lentement, prenant son ordinateur portable et les 3 dossiers. Madame Bradford, avant de commencer, je dois clarifier la portée de mon enquête. Vous m'avez demandé d'enquêter sur la situation financière et professionnelle de Sophie. Je l'ai fait, mais j'ai également effectué des vérifications d'antécédents de diligence raisonnables standard sur toutes les parties concernées. C'est une pratique d'enquête complète. Ma mère a froncé les sourcils. Partie concernée? Votre famille? Lors de l'enquête sur les finances de quelqu'un, il est courant d'examiner l'histoire financière de la famille, les connexions et les relations qui pourraient avoir un impact sur le statut économique du sujet. Oui, bien, peu importe. Ma mère a agité la main avec dédain. Dites-nous juste pour Sophie. Quint a ouvert son ordinateur portable et a sorti son premier document. Rapport 1. Sophie Elizabeth Bradford, antécédents financiers et professionnels. La pièce est devenue silencieuse. Mademoiselle Bradford détient une licence en sciences informatiques du MIT. Diplômée summa cum laude. Après l'obtention de son diplôme, elle a cofondé Quantum Edge Analytics, une société d'analyse prédictive spécialisée dans les algorithmes d'apprentissage automatique pour les prévisions financières. Le sourire confiant de ma mère a commencé à vaciller. Sur 11 ans, Quantum Edge a grandi pour atteindre 75 clients, y compris de grands fonds spéculatifs, des institutions financières et des agences gouvernementales. Revenus annuels au moment de l'acquisition, 147 millions de dollars. Des halètements ont résonné dans la pièce. Le visage de Victoria est devenu blanc. Il y a 3 ans, Quantum Edge a été acquise par Goldman Capital Partners pour 420 millions de dollars. Mademoiselle Bradford a conservé une participation de 40% et le contrôle opérationnel en tant que PDG. Son paiement personnel provenant de l'acquisition était de 168 millions de dollars. Les perles de ma grand-mère sont tombées sur le sol. Personne n'a bougé pour les ramasser. Mademoiselle Bradford sert actuellement en tant que PDG de Quantum Edge, qui opère comme une filiale en propriété exclusive de Goldman Capital Partners. Sa rémunération annuelle est de 850 000 dollars plus des bonus de performance, totalisant en moyenne 2,1 millions de dollars. Sa participation est actuellement évaluée à environ 95 millions de dollars. Elle maintient des comptes d'investissement supplémentaires d'une valeur de 17 millions de dollars. Quint a levé les yeux. La valeur nette actuelle de Sophie Bradford est d'environ 180 millions de dollars. Le silence était absolu. Je pouvais entendre la montre de quelqu'un faire tic-tac. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait sans bruit. Mademoiselle Bradford a été profilée dans le Wall Street Journal, Forbes et Fortune. Ces algorithmes ont prédit 3 corrections majeures du marché avec plus de 90% de précision. 5 gouvernements l'ont approchée pour obtenir une licence pour sa technologie. On lui a offert un poste au Conseil consultatif de la Réserve fédérale, qu'elle a refusé pour se concentrer sur son entreprise. Quint a fait glisser un dossier vers moi. Mademoiselle Bradford, votre profil professionnel complet. Tout ce que votre famille m'a demandé de trouver. Je ne l'ai pas ouvert. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Victoria a retrouvé sa voix la première, perçante et paniquée. Tu nous as menti pendant 11 ans. Je n'ai jamais menti. Je vous ai dit que je travaillais dans la technologie. Je vous ai dit que je m'en sortais bien. Tout ce que j'ai dit était vrai. Je n'ai juste pas précisé à quel point je m'en sortais bien. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre, a hurlé ma mère. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Vous avez supposé que j'étais pauvre, ai-je corrigé. Je vivais modestement parce que je travaille constamment et que je me fiche des étalages matériels. Vous avez jugé mon mode de vie sans jamais poser de questions sur ma carrière réelle. Harrison s'est levé, son cerveau d'avocat essayant de traiter l'information. C'est insensé. Sophie, pourquoi nous cacherais-tu cela? Parce que je voulais savoir si vous m'aimeriez sans mon succès, ai-je dit doucement. Et maintenant je sais que vous ne le feriez pas. Monsieur Quint, la voix de mon père a coupé le chaos. Ce rapport est-il complet?
L'expression de Quint est devenue de marbre. Non, monsieur, il ne l'est pas. La pièce est devenue très calme. Comme je l'ai mentionné, j'ai effectué des vérifications d'antécédents complètes sur toutes les parties concernées. Cela inclut la famille immédiate de Sophie. Il a pris le deuxième dossier. Ce que j'ai trouvé nécessite un signalement aux autorités fédérales. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. De quoi parlez-vous? Victoria Bradford Whitmore et Bradley Whitmore. Fraude fiscale. Sous-déclaration des revenus, fausse réclamation de dépenses professionnelles. Évasion fiscale totale, environ 3,7 millions de dollars sur 8 ans. Victoria a commencé à crier. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas prouver. Quint a fait glisser un dossier vers elle. Déclaration fiscale montrant un revenu déclaré de 400 000 dollars par an. Dossier financier montrant des dépenses réelles de 2,3 millions de dollars par an. Fausse réclamation de dépenses professionnelles documentées. Revenu locatif caché. Revenu de dons non déclarés. Tout est documenté. Il a pris le troisième dossier. Harrison Bradford. Détournement de fonds de compte de fiducie client. Sur 6 ans, vous avez redirigé environ 2,1 millions de dollars des successions que vous gériez en tant qu'exécuteur vers des comptes que vous contrôlez. Harrison s'est précipité en avant. Vous êtes fou. Je suis avocat. Je ne ferai jamais. Virement bancaire des comptes clients vers vos comptes personnels. Documents comptables de succession falsifiés. Témoignage du comptable de votre cabinet qui est devenu suspect et a gardé des copies des dossiers. Les preuves sont complètes. Quint a ouvert le dernier dossier. Il a regardé mes parents. Amanda et Richard Bradford. C'est le plus étendu. 10 ans d'évasion fiscale systématique par le biais de revenus locatifs non déclarés et de fausses réclamations de dépenses professionnelles via une société écran. Fraude totale, environ 1,4 million de dollars. Ma mère s'est effondrée sur le canapé. Non, c'est une erreur. C'est une sorte de vengeance. Sophie, tu l'as poussé à faire ça. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit doucement. J'ai demandé à monsieur Quint d'être minutieux pour trouver la vérité. Il a tout trouvé. La mienne et la vôtre. Quint a sorti plus de documents. Dossier de propriété montrant des propriétés locatives déclarées comme résidence personnelle. Relevé bancaire montrant des revenus locatifs non déclarés sur les déclarations fiscales. Réclamation de dépenses professionnelles pour des vacances personnelles, des voitures, des divertissements, documentation de société écran. Tout est là. Combiné, a dit Quint, sa voix portant à travers la pièce silencieuse, la famille Bradford, à l'exclusion de Sophie, a commis des crimes financiers totalisant environ 7,2 millions de dollars. J'ai déjà signalé ces conclusions à la division des enquêtes criminelles de l'IRS et au bureau du procureur général du Massachusetts. La sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Patricia s'est levée. Ce seront les agents fédéraux. Ils exécutent des mandats de perquisition pour les dossiers financiers. Mon père s'est levé en tremblant. Sophie, s'il te plaît. Tu dois arrêter ça. Nous sommes une famille. Utilise ton argent. Engage des avocats. Tu peux arranger ça. Non, ai-je dit simplement. Je suis ta mère. La voix de ma mère s'est brisée. Tu dois m'aider. Vous avez engagé un enquêteur pour prouver que j'étais une menteuse et une ratée afin de pouvoir m'humilier devant tout le monde. Vous vouliez m'exposer comme une fraudeuse. Vous avez eu votre révélation publique. Vous ne vous attendiez simplement pas à ce qui serait révélé. Des agents fédéraux sont entrés dans la maison. 3 d'entre eux montrant des badges et des mandats. Amanda Bradford, vous êtes en état d'arrestation pour évasion fiscale et fraude. Ils l'ont emmenée juste là, devant tout le monde. Ils lui ont lu ses droits pendant qu'elle sanglotait, le mascara coulant sur son visage. Richard Bradford. Vous êtes en état d'arrestation pour évasion fiscale et fraude. Mon père est parti tranquillement, le visage gris. Victoria Whitmore. Bradley Whitmore. Harrison Bradford. Vous devrez venir avec nous pour interrogatoire. Victoria s'est évanouie. Elle s'est réellement évanouie, s'effondrant sur le tapis perçant dans une mare de soie de créateur. Bradley l'a attrapée, le visage blanc comme du papier. Harrison a essayé d'argumenter, sa formation d'avocat se mettant en marche, mais les agents n'étaient pas intéressés.
Ils les ont tous emmenés. La maison s'est vidée en quelques minutes. La famille élargie s'est enfuie comme des cafards quand on allume la lumière. Les amis ont disparu. Les gens qui s'étaient rassemblés pour regarder mon humiliation ne pouvaient pas sortir assez vite. En 30 minutes, la maison était vide, à l'exception de moi, Patricia et Quinn. Je me tenais dans le salon où j'avais passé 15 Noëls à être rejeté, sous-estimé et traité comme une ratée. Mademoiselle Bradford, a dit Quinn doucement. Allez-vous bien? Je vais bien. Merci pour votre minutie. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Ne le soyez pas. Ils ont fait leur choix. J'ai juste arrêté de les protéger des conséquences. Patricia a touché mon bras. Sophie, nous devrions y aller. J'ai regardé autour de la maison de ville une dernière fois pour des histoires de vieilles fortunes et de secrets plus anciens. De beaux meubles, de l'art coûteux, des photos de famille qui ressemblaient maintenant à des preuves dans une affaire concernant des gens qui aimaient le statut plus que la vérité. Oui, ai-je dit. Allons-y. Les procédures judiciaires ont avancé avec l'efficacité des poursuites fédérales. Mes parents ont été inculpés de 10 chefs d'accusation d'évasion fiscale, de fraude et de fausses déclarations. La caution a été fixée à $500 000 chacun. Ils ont payé la caution en utilisant la maison de ville comme garantie, mais la maison a ensuite été saisie dans le cadre de la confiscation des biens. Victoria et Bradley ont fait face à 8 chefs d'accusation de fraude fiscale. Leur manoir a été saisi, leurs avoirs gelés. Les postes de Victoria au sein des conseils d'administration d'organisations caritatives ont été immédiatement révoqués. Le fonds fiduciaire de Bradley a été gelé en attendant l'enquête. Harrison a fait face aux pires accusations, détournement de fonds, fraude, manquement à l'obligation fiduciaire. Il a été radié du barreau dans les 60 jours. Son cabinet d'avocats l'a licencié immédiatement et a pleinement coopéré avec les procureurs pour éviter d'être impliqué. Les procès ont duré 18 mois. Ils ont tous fini par plaider coupables. Les preuves étaient trop accablantes. Mes parents, 5 ans de prison fédérale chacun, restitution complète, casier judiciaire permanent. Ils ont perdu la maison de ville, leurs investissements, tout. Ils ont été libérés après 3 ans pour bonne conduite. Victoria et Bradley, 4 ans chacun. Ils ont divorcé pendant la condamnation. Victoria a perdu la garde de ses enfants. Ils sont allés chez les parents de Bradley. Elle est sortie de prison pour découvrir qu'elle n'avait plus de statut social, plus d'amis, plus d'argent. Harrison, 7 ans. Sa femme a divorcé au cours de la première année. Il a perdu sa licence d'avocat définitivement, sa maison, sa réputation. La famille élargie s'est complètement fracturée. Certains ont essayé de maintenir des relations avec moi, s'excusant de la façon dont j'avais été traité. La plupart ont simplement disparu, embarrassés par le scandale. J'ai accepté les excuses qui semblaient sincères parce que certains d'entre eux ne savaient vraiment pas. 6 mois après les arrestations, je me tenais dans mon bureau chez Quantum Edge en regardant la baie de San Francisco. Dave a frappé à ma porte. Tu as une visiteuse. Elle dit qu'elle est ta grand-mère. Grand-mère Hélène, la mère de mon père, le seul membre de la famille qui semblait m'avoir jamais vu clairement. Sophie, a-t-elle dit en entrant. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée. Je sais que tu ne veux probablement voir personne de la famille. Tu n'as jamais participé à la façon dont il me traitait. J'aurais dû l'arrêter. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Elle s'est assise lourdement. Je suis venu te dire quelque chose. Ton grand-père t'a laissé de l'argent. $500 000. C'était dans un fonds fiduciaire payable à tes 40 ans. Mais je suis la fiduciaire et je le débloque plus tôt. Grand-mère, je n'ai pas besoin. Je sais que tu n'en as pas besoin, mais il voulait que tu l'aies. Il a toujours dit que tu étais la seule à avoir du bon sens. Elle a souri tristement. Il serait fier de ce que tu as construit et il aurait honte du reste d'entre eux. J'ai accepté l'héritage, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il importait que quelqu'un ait cru en moi. 3 ans après ce Noël, je me suis assise dans une salle d'audience fédérale pour assister à l'audience de libération de mes parents. Ils avaient purgé leur peine, effectué leur paiement de restitution, assisté à tous les conseils requis. Ils semblaient plus vieux, diminués. Les vêtements de créateur de ma mère avaient disparu, remplacés par des trouvailles de chez Goodwill. L'allure confiante de mon père s'était effondrée en quelque chose qui ressemblait à une honte permanente. Ils m'ont vu dans la salle d'audience.
Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a détourné le regard. Après l'audience, ma mère s'est approchée de moi dans le couloir. Sophie, s'il te plaît. Pouvons-nous parler? De quoi? Je veux m'excuser. Ton père et moi, nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que nous avons fait, à la façon dont nous t'avons traité, à la façon dont nous avons valorisé toutes les mauvaises choses. Et tu avais raison sur tout. Nous aimions l'idée du succès plus que nous t'aimions. Nous avons choisi le statut plutôt que l'éthique. Nous avons appris à nos enfants que les apparences comptaient plus que l'intégrité. Elle pleurait ouvertement maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'étaient les excuses que j'avais attendu 15 ans d'entendre. Cela n'a rien réparé, mais cela comptait. Que ferez-vous maintenant, ai-je demandé. Nous avons trouvé du travail. Ton père travaille dans une quincaillerie. Je travaille dans une bibliothèque. Nous avons un petit appartement. Nous apprenons à vivre selon nos moyens. Elle a ri amèrement. Apprendre à être le genre de personne que nous aurions dû être depuis le début. C'est bien. Pouvons-nous essayer d'avoir une relation? Pas à propos d'argent, juste en tant que famille. J'y ai pensé pendant un long moment. Peut-être, éventuellement. Avec des limites. Et seulement si vous êtes vraiment différents, pas juste désolé de vous être fait prendre. Nous sommes différents. La prison vous change. Tout perdre vous change. Cela fait 5 ans maintenant. J'ai une relation prudente avec mes parents. Ils ne m'ont jamais demandé d'argent. Ils sont venus à la fête d'introduction en bourse de Max TK et ont pleuré de fierté. Ils apprennent à connaître ma vraie vie, pas la fiction qu'ils avaient inventée. Ils ne s'en remettront jamais financièrement. Ils sont maintenant de la classe ouvrière dans la soixantaine avec des casiers judiciaires. C'est la conséquence de leur choix. Victoria et moi ne nous parlons pas. Elle me blâme pour sa peine de prison, son divorce, la perte de ses enfants. Elle ne comprendra jamais que je ne l'ai pas détruite. Ses propres choix ont fait ça. Harrison a tendu la main une fois pour demander un prêt pour recommencer. J'ai refusé. Il ne m'a pas contacté depuis. Quantum Edge est entré en bourse il y a 2 ans. Valorisation actuelle de 2,8 milliards de dollars. Ma valeur nette personnelle est maintenant d'environ 890 millions de dollars. J'ai été présenté dans toutes les grandes publications économiques. Je prends la parole lors de conférences dans le monde entier. Je suis exactement aussi prospère que je l'ai toujours été, maintenant juste publiquement. J'ai créé une fondation pour l'éducation à la littératie financière, une dotation de 1,5 million de dollars pour enseigner l'éthique, la responsabilité et la différence entre la richesse et la valeur. L'ironie ne m'échappe pas. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère, ne demandant rien, me disant juste qu'elle était fière de moi, qu'elle aurait aimé me voir clairement il y a des années, qu'elle était reconnaissante que j'ai forcé la vérité à éclater, même si cela a tout détruit. Tu nous as sauvés, a-t-elle écrit, de nous-mêmes, de devenir pire que nous ne l'étions déjà. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais tu l'as fait. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que forcer les gens à faire face aux conséquences est un cadeau, pas de la cruauté. J'ai appris que la famille est un privilège qui doit se mériter par des actions, et non être présumé par le sang. Que le succès sans intégrité n'est que de la fraude avec un meilleur marketing. Que les gens qui vous aiment quand vous n'avez rien sont les seuls qui comptent quand vous avez tout. Ma vraie famille, c'est Dave et Emma et l'équipe que nous avons construite ensemble. Ma famille, ce sont les gens qui ont cru en mes idées quand elles n'étaient que du code sur un écran. Ma famille est choisie, pas assignée. Ma famille biologique a choisi le statut plutôt que la vérité, a choisi la fraude plutôt que l'honnêteté, a choisi d'enquêter sur moi plutôt que de me célébrer. C'était leur choix. J'ai choisi de les laisser faire face aux conséquences naturelles. C'était le mien. Et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Si vous avez déjà dû partir pour vous sauver, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Est-ce que tout cela vous semble familier? Qu'auriez-vous fait? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la défense de soi lorsque les personnes qui devraient vous soutenir deviennent celles dont vous devez vous protéger, car vous n'êtes pas responsable de vous faire plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Vous n'êtes pas obligé de cacher votre lumière pour protéger des gens qui préféreraient vous voir dans l'obscurité. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour une famille toxique est de les laisser faire face exactement à ce qu'ils ont créé. Vous n'êtes pas le méchant pour avoir refusé d'être la victime.